Je vous le disais en titre tout à l'heure, parlant de la sécurité au niveau régional, il y a de cela quelques semaines que les troupes de la East African Community sont parties de la République démocratique du Congo sur la liste, notamment les troupes kenyanes qui ont commencé. Ensuite, il y a eu les troupes sud-soudanaises, les troupes burundaises qui officiellement sont partis mais ont changé de mandat. Mais en bref, ce sont donc les forces de l'EAC qui sont parties de la RDC, notamment dans sa partie est où pullulent des centaines des groupes armés sur place. Et c'est une EAC qui est arrivée dans un contexte particulier, notamment avec le mouvement du 23 mars, le 1-23, qui avait repris les armes, notamment avec un cahier de charges et des revendications sur base des accords que celui-ci avait eu avec le gouvernement de Kinshasa. Cela va faire maintenant plus d'une année que l'M23 occupe certains territoires au niveau de la partie est de la RDC, et cela est passé par Nairobi. Également, Luanda, il y a eu des feuilles de route qui ont visiblement failli, et aujourd'hui la question qu'on se pose, qui reste déjà de Nairobi et de Luanda après le départ des forces de l'EAC. Voilà, et c'est dans ce cadre que nous recevons quelqu'un qui suit de près l'actualité au niveau de la région, Gatabazi Tite Rutikanga. Il est journaliste et analyste politique. Bienvenue Gatabazi, et surtout meilleurs vœux pour 2024. Écoute, merci pareillement et merci pour l'invitation. C'est une première donc pour cette année. Je le disais, les troupes de l'EAC sont parties et derrière elles, elles sont arrivées dans le cadre de Luanda et de Nairobi. Il y a eu deux feuilles de route qui étaient bien définies. Ces troupes sont parties. Doit-on dire que c'est mort pour Luanda et Nairobi? Il faut rappeler d'abord que c'est vrai, les troupes de East African Community arrivent sur la base de la feuille de route de Luanda et du processus de paix de Nairobi. Ouais. Le président Tshisekedi dénature le mandat de ces troupes. Il dit clairement devant les médias que ce sera un mandat offensif. Ça ne l'était pas. C'est sur cette base qu'il a continué à faire pression sur le commandant kenyan qui avait fini par démissionner. James Nyaga qui est parti. Les relations entre les troupes de East African Force et les autorités congolaises ont été mauvaises depuis le début. Et donc là, qu'on leur fasse un mauvais procès pour les pousser à quitter le territoire congolais, ça n'est pas dans l'esprit ni de Luanda ni de Nairobi. Doit-on dire que le début de la mission des troupes de l'East African Community, notamment avec les Kenyans qui sont arrivés les premiers, qui ont foulé le sol congolais les premiers, doit-on dire qu'ils sont partis sur de mauvaises bases et qui ont malheureusement défini même la suite des événements sur terrain? Ils arrivent après la déclaration du chef de l'État congolais qui disent qu'ils vont arriver Kalash au point et en tirant sur le M23. En rentrant par Bunagana. En entrant par Bunagana. Ce qui n'était pas leur mission. Ils entrent de l'autre côté, ils arrivent parce que c'est des soldats de la paix, même si ils n'avaient pas le casque bleu des Nations Unies. Et donc, la pression politique des autorités de Kinshasa voulait changer la mission de ces troupes et les relations se sont vraiment compliquées. Mais il faut mettre à leur actif qu'ils ont quand même réussi à avoir, 3, 4, 5 mois d'accalmie, ce qui n'est pas mauvais. Voilà, et doit-on dire qu'ils sont passés par tous les chemins, notamment c'était un terrain très compliqué déjà pour ces troupes. Est-ce que leur départ
je reviens sur la question, sont-ils partis sur quelle note? Doit-on dire que c'est sur un échec cuisant? Doit-on dire qu'il y a à boire et à manger? C'est sur quelle note doit-on les juger du travail qu'ils ont abattu sur terrain au regard également, par rapport également à la tâche qui leur avait été assignée? Sur le terrain, ils ont réussi à obtenir difficilement d'abord des zones libérées par le M23 qu'il avait occupées, Kibumba, le camp militaire de Rumangabo, vous descendez vers Massissi, ils ont libéré Mouchaki, qu'ils ont remis aux troupes de l'EAC. Et donc ça a permis au moins de stabiliser la population, pas pendant longtemps, mais quand même, pendant 4-5 mois, c'était déjà ça. Mais ils partent sur une fausse note, à la fois politique, diplomatique et sécuritaire. Politique parce que le gouvernement congolais dénature la mission, fait pression sur eux et finalement les empêche d'accomplir le travail pour lequel ils étaient à l'est de la République démocratique du Congo. Doit-on dire que leur travail a connu des crocs en jambes? Le sabotage, il est établi et malheureusement, tout le monde l'a vu. Je ne sais pas si au niveau de la SADC, ils ont évalué tous ces crocs à jambes qu'ont connu à la fois les accords signés à Bujumbura par tous les chefs d'État et puis le travail de la mission avant de s'engager à venir en République démocratique du Congo. Alors, je le disais, goodbye EAC, welcome SADC, la République démocratique du Congo, membre de l'EAC dans un passé très très récent, mais il est membre de la RDC et membre de la SADC depuis plusieurs années maintenant. Voilà, est-ce que, doit-on dire déjà dans quelle configuration les troupes de la SADC arrivent? Certains, doit-on dire qu'ils ne sont pas dans un sur une terre inconnue? C'est déjà un pays qu'ils connaissent, qu'ils savent, le contexte? D'abord, quel est le mandat de la SADC? Il n'est pas clairement défini, du moins il n'a pas été publié. La SADC arrive dans ce tourbillon à l'est de la République démocratique du Congo, où vous avez les FARDC qui sont alliés au FDLR. Est-ce que les chefs d'État de la SADC, les trois qui envoient les troupes à l'est de la République démocratique du Congo, savent que les FDLR sont en train de combattre auprès des FARDC? Cela a été documenté? Tout est documenté, c'est dans tous les rapports quasiment 2 fois par an. L'armée congolaise elle-même a eu à dénoncer, même le communiqué officiel a sanctionné même général Agoma. Voilà. Donc il y a une collision entre FARDC et FDLR qui est établie. À côté de ça, vous avez les Wazalendo, qui sont des brigands, des criminels, et qui sont sous sanction des Nations Unies, qui sont intégrés au FARDC. Est-ce que ceci a été évalué au niveau de la SADC? À côté de ça, vous avez des mercenaires. Le droit international humanitaire interdit aux États d'utiliser des mercenaires. Et vous avez comme ça les troupes de la SADC qui vont arriver dans ce contexte-là. Sans parler de la désorganisation de la chaîne de commandement, mais ça regarde les autorités congolaises. Vous avez dit il y a une centaine de groupes armés à l'est du Congo. Oui, justement, parce qu'on parle, l'attention semble être focalisée sur l'M23. Oui. Alors, dans ce contexte, déjà, on parle des FDLR qui sont proches et collaborent avec les FARDC. Oui. Alors, quelle est maintenant la suite des événements déjà? Que dire des autres groupes armés? Sont-ils sur l'agenda ou parmi les missions assignées à ces troupes de la SADC? Voilà, comment lire ça? Comment lire ça? La République démocratique du Congo est membre de la SADC.
quelle est la présentation qui a été faite de la situation sécuritaire du pays. Vous partez du nord, à Ituri, et vous arrivez au point sud, Kasumbalesa, Au Katanga. à la frontière avec la Zambie. Toute la zone est est en insécurité. Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, Haut-Tanganyika, Haut-Ouélé, jusqu'à la pointe de Lubumbashi. Et comment on fait le déploiement là-bas? Vous avez le Bandundu, dans le Kwamut, où les Teke et les Yaka, il y a la milice Mumbondo qui fait rage là-bas. Vous avez Kinshasa qui est sous la coupe de Kuluna. Alors, même si les autorités congolaises pouvaient mentir et dire que leur problème c'est le M23, est-ce que les autres vont gober ça? Ne pas utiliser les informations, les documentées, factuelles, où on sait que l'insécurité est généralisée dans le pays, où le problème du M23, posé par le M23, est un problème politique, reconnu par Tshisekedi lui-même, qui les a invités à Kinshasa pendant 14 mois pour discuter avec eux. Est-ce que vous réglez un problème politique par des actions militaires? Tout ça, ça vous laisse comme ça sur votre faim en vous disant, en définitive, on ne va pas résoudre la question si on s'engage sur le terrain militaire. Sur le terrain militaire, alors Tite, parmi les troupes qui ont déjà foulé le sol, il y a les troupes sud-africaines. Ils étaient déjà là à l'époque de la MONUC. On doit dire que c'est un terrain déjà que l'Afrique du Sud, entre guillemets, connaît déjà. Est-ce que, quelle est maintenant la différence entre le contexte, par exemple, 2013 et le contexte 2023, 10 ans après? C'est toujours le même M23, toujours le même cahier des charges. Est-ce que l'Afrique du Sud, par exemple, comprend le contexte actuel? L'Afrique du Sud aurait dû comprendre. L'Afrique du Sud a un poids considérable au sein de la SADC. L'Afrique du Sud a cette expertise que n'ont pas les autres d'avoir eu des militaires en 2012-2013. Mais le contexte a changé, les hommes ne sont plus les mêmes, les circonstances ont beaucoup changé, la configuration même. En 2012, je crois qu'on est à 40 groupes armés à l'Est. Aujourd'hui, nous sommes à 250. En 2012, ça n'est pas le gouvernement Tshisekedi, c'est Kabila qui est au pouvoir. Et quand vous regardez, les capitales occidentales ont changé à la fois de gouvernement, d'acteurs politiques et même de programmes politiques et d'agenda. Les intérêts ne sont plus les mêmes. Le rapport de force dans la région de 2012 n'est pas celui de 2024. Et donc, tout a changé. Et on aurait souhaité, par exemple, avoir accès à des articles fouillés des experts sud-africains ou d'autres pays qui nous présentent la démarche de la SADC pour accéder à la demande de la République démocratique du Congo. Voilà ce qui a été pris en compte. Voilà la rétrospective qui a été faite. 2012, on a défait le M23 sous casquette Nations Unies, avec le chapitre 7, donc tiré sur le M23. Aujourd'hui, c'est la SADC qui arrive. Sous quel mandat? Avec quel calendrier? Pour régler quel problème en définitive? Ça, on aurait bien voulu le savoir. Et maintenant, c'est la SADC, c'est l'Afrique du Sud qui arrive. Donc, c'est d'autres acteurs, mais qui n'étaient pas forcément très loin du théâtre des événements. Maintenant, puisqu'on a parlé de l'East African Community, où se trouve par exemple le Rwanda aujourd'hui, et dont la sécurité est menacée directement par ces groupes armés, notamment les FDLR, quelle est l'attitude aujourd'hui, par exemple, si vous devez, par exemple, décrypter, que doit ou que devrait être, par exemple, l'attitude du gouvernement rwandais, du Rwanda ou des autres membres de l'EAC
qui directement leurs frontières sont menacées par certains de ces groupes armés. Quelle doit être leur attitude en ce moment? Vous avez le Burundi qui s'est exprimé, Red Tabara qui fait des attaques à Gatumba. On y reviendra. Vous avez le Rwanda qui n'est pas menacé, attention. Le Rwanda a été attaqué et à plusieurs reprises. Vous vous souvenez des roquettes sur Kinigi? Ouais. Ça a fait des dégâts. Vous vous souvenez des attaques du côté de Tchangougou? Ça venait du Congo. Vous vous souvenez du survol de Sukhoi? Sur l'espace aérien du Rwanda. Vous vous souvenez des militaires congolais à la petite barrière à Rubavu? Et donc, il y a eu des attaques. Il y a une rhétorique prononcée par le chef de l'État congolais qui dit qu'il va attaquer le Rwanda et qui fait tout pour. Il a reçu des renégats de la fameuse opposition. Il est en coalition avec les FDLR, dont il connaît l'idéologie génocidaire, dont il connaît les motivations, c'est d'attaquer le Rwanda. Ça veut dire que le Rwanda prend très au sérieux cette menace. Je crois que le porte-parole ou la porte-parole du gouvernement, Mme Yolande Makolo, pour ne pas la citer, a dit clairement que le gouvernement rwandais était prêt et rassurait les Rwandais comme quoi, en termes de sécurité, je crois qu'au cours d'une conférence de presse, c'est, je ne sais plus qui posait la question, TV1, est-ce qu'on doit dormir ou nous aussi, on prend les calages? Et le président de la République lui a dit, allez dormir et au besoin ronfler. Ne vous inquiétez pas, j'assure. Et donc, le Rwanda dit ce qu'il fait, il protège ses frontières et sa population, mais est-ce que c'est suffisant pour une désescalade de cette tension? Parce qu'il faut poser plutôt la question du côté du Congo. Et on a dit l'EAC est parti, mais les troupes burundaises qui faisaient partie de l'EAC sont restées sur terrain, mais bien sûr, il y a eu déjà des accords passés entre la RDC et le Burundi. Déjà, c'est une situation qui a un peu mis tout le monde en confusion. On ne savait pas qui faisait quoi, qui était qui exactement. Est-ce que, par exemple, l'attitude du Burundi, Tite, ça met un peu la région dans une situation inconfortable? Est-ce que les membres aujourd'hui peuvent s'asseoir, faire un bilan de ce qu'a été la mission de l'EAC et surtout, quels sont les intérêts du Burundi par rapport, qui diffèrent des intérêts des autres membres de l'EAC dans cette situation de conflit dans la région? Mais chaque pays a ses intérêts et essaie de les préserver au mieux qu'il peut. Encore faut-il connaître ses propres intérêts. Le Burundi a d'abord commis une faute politique et diplomatique. Le président burundais était président en exercice de l'EAC. Et il fait faux bon comme ça à ses collègues. Il envoie des militaires pour rétablir la paix et eux, ils vont au front combattre le M23 aux côtés des FDLR et des FARDC. Ça, c'est une première violation. La deuxième, quel intérêt le Burundi a là-bas? Le Burundi n'a pas de frontière commune avec le Nord Kivu, que je sache. Pas du tout. Les problèmes sécuritaires du Burundi se posent du côté du Sud Kivu. Que vient faire le Burundi à Rutshuru et à Masisi? On peut s'interroger. Mais il y a deux éléments que j'ai retenus, moi. Oui. Oui. Il nous reste peu de temps. Voilà. Il y a une proximité idéologique entre le président Ndayishimiye et les FDLR, qui, à un moment donné, avait quand même table ouverte à Bujumbura, même si c'est du temps de Peter Nkurunziza. Et puis, ce n'est un secret pour personne, le président Ndayishimiye, sur le plan individuel, perçoit beaucoup d'argent de la part de Tshisekedi.
Ça peut être... Avez-vous les preuves de vos c'est allégations? sur la place publique, ça se dit dans beaucoup de journaux sérieux et qui ne sont pas des journaux édités au Rwanda. Donc, je n'ai pas de raison de ne pas prendre ça comme une bonne source d'information. Okay. Ensuite, vous avez le discours victimaire qu'il emprunte de chez Tshisekedi. Tous les problèmes du Burundi viennent du Rwanda. Il vient d'être désapprouvé par son propre parti. FDD-CNDD, notamment par le, merci. Le secrétaire général. Le secrétaire général qui le prend à contre-pied. Et les autres partis d'opposition, on va dire, c'est de bonne guerre. Oui, on a vu l'IPRONA notamment. Qui, et Sahwanya Frodebou qui vient de dire s'inscrit en faux contre les propos du président de la République. Ça veut dire que même sur le plan interne, il devient isolé. Et donc, vous imaginez bien sur le plan diplomatique, c'est quoi les échanges avec ses collègues? Je n'aimerais pas être à sa place. En tout cas, merci beaucoup, Tite. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation.